L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur nos ondes pour cette nouvelle édition de l'économie autrement, consacrée aujourd'hui au changement climatique et aux défis qu'il représente pour les collectivités. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 23 mai 2023. Au micro, Perrine Lahaye. L'économie autrement est l'émission mensuelle de Radio KPMG, destinée à décrypter les grands enjeux de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du secteur public. Le 4 mai dernier, le Conseil national de la transition écologique a rendu un avis sans appel. La France doit se préparer à un réchauffement climatique de près de 4 degrés en métropole. Au niveau mondial, la trajectoire se situe vers les 3 degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Il semblerait donc que le réchauffement soit plus marqué en France métropolitaine. À ce propos, le gouvernement prépare un plan d'adaptation nationale qui portera sur la santé, l'économie, l'agriculture, les infrastructures notamment. Une consultation publique est par ailleurs lancée ce mardi jusqu'à la fin de l'été 2023. Mais d'ores et déjà, notre pays est durement touché par des canicules, des incendies, des sécheresses hivernales. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est donc un impératif. Dans cette démarche, les collectivités sont impliquées, davantage encore depuis la loi Climat et Résilience publiée en août 2021. Elles ont un rôle capital à jouer, par leur positionnement au plus proche des acteurs et par leur capacité d'agir. Mais comment relever les défis soulevés par le changement climatique aujourd'hui ? Pour répondre à cette question difficile, nous recevons aujourd'hui dans le grand angle Nicolas Castaille, directeur du groupement d'intérêt public Littoral, et Antoine Parra, maire d'Argelès-sur-Mer, une commune située dans les Pyrénées-Orientales. Nos deux invités aborderont à notre micro l'engagement de leur territoire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au programme également de l'économie autrement aujourd'hui, dans le Zoom, Annabelle Vec, directrice de la Fédération nationale des associations et des directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, qui nous fait un point d'actualité sur les questions liées au grand âge et à l'autonomie. Mais sans plus attendre, écoutons l'édito d'Erwan Carrier, associé secteur public de KPMG. L'édito. Nous avançons aveugles vers un horizon d'incertitude, confrontés à une équation qui comportera trop d'inconnus. C'est le dernier rapport du GIEC ouvre la porte à une forme d'espoir, à la possibilité que nous sommes encore maîtres de notre destin. Une actualité qui nous semblait éloignée de nos côtes et de nos campagnes fait désormais la une de nos écrans. On y parle de sécheresse autant que d'inondation, et l'été arrivera vite avec son lot de canicules et d'incendies. La Première ministre vient de dévoiler la trajectoire de décarbonation de la France d'ici à 2030, en attendant, fin juin, un grand plan national. Les collectivités seront mobilisées, elles qui ont déjà fait part de leur inquiétude pour leur population, pour leurs agriculteurs, pour leur économie et pour tout ce qui fait la richesse de leur environnement. Elles sont ainsi de plus en plus nombreuses à construire une stratégie de développement durable. À l'instar de ce qu'évoquait Stéphane Pardou, directeur de l'Agence nationale de la performance sanitaire sur cette antenne pour les hôpitaux il y a un mois, les collectivités engagent un important travail sur la maîtrise de leur énergie, sur la limitation de toute forme de gaspillage ou sur le soutien à l'économie circulaire. En ce sens, la loi Climat et Résilience renforce leurs obligations, par exemple en généralisant les zones à faible émission mobilité, en verdissant leur politique d'achat ou en limitant l'artificialisation des sols. Mais elles ont aussi la possibilité d'aller plus loin en travaillant à la décarbonation de leur politique publique, en privilégiant la logique environnementale à la quantité et parfois à la qualité des services qu'elles peuvent fournir aux citoyens. Nul doute qu'une réflexion qui combinera gains socio-économiques et impact environnemental servira demain de matrice de décision à toute action publique. Certaines collectivités ou certains établissements ont choisi d'aller plus loin encore. Persuadés qu'on ne peut plus éviter le pire mais qu'on peut encore empêcher le chaos, elles construisent et déploient des stratégies d'adaptation au dérèglement climatique afin d'anticiper ses effets à partir de 2030. Il s'agit d'ores et déjà de penser les infrastructures qui permettront d'accueillir des populations qui ne pourront faire face ni à de fortes intempéries ni à de fortes chaleurs, de prévoir des digues qui limiteront l'effet des inondations, de définir des processus qui garantiront une réaction rapide de certains services, de référencer et sauvegarder dans des lieux abrités une faune et une flore qui risquent de disparaître. Tout le défi désormais, qui se pose aux responsables politiques et au premier rang desquels les élus territoriaux, consiste à concilier action et incertitude et à garder chevillée au corps cette citation de René Char, « Comment vivre sans inconnu devant soi ». Grand angle. Poursuivons maintenant avec le grand angle pour évoquer avec Nicolas Castaille et Antoine Parra le changement climatique et le rôle des collectivités face à cet immense défi. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Castaille,
vous êtes directeur du groupement d'intérêt public Littoral et c'est à vous que je poserai ma première question. Votre groupement est un acteur essentiel de la réflexion stratégique sur les problématiques littorales de Nouvelle-Aquitaine pour un développement durable de la côte qui s'étend de l'île de Ré au Pays Basque. À ce titre, vous portez le projet « Réussir la transition du littoral de Nouvelle-Aquitaine ». Quel constat faites-vous du changement climatique sur votre territoire et quelle est votre feuille de route dans ce contexte ? Le changement climatique fait peser des menaces sur de nombreuses régions du monde avec des évolutions très diverses. L'augmentation des températures de l'eau, de l'océan, des événements météorologiques extrêmes, l'augmentation du niveau de la mer. Il se caractérise de manière très concrète sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine avec une accélération attendue de l'érosion côtière. Nous constatons que le trait de côte recule en moyenne de 1 à 3 mètres par an. Sur des secteurs comme Soulac-sur-Mer, ça peut monter à 6 mètres, voire à 10 mètres par an. À l'occasion de certaines tempêtes hivernales, des points précis du littoral régional ont reculé de 40 mètres. Je pense au secteur près de la dune du Pilat ou au sud de l'île d'Oléron. Dans ce contexte-là, les collectivités du littoral régional ont souhaité renforcer leur action et mettre en place un cadre collectif de réflexion. Ça a été à l'origine de la création du groupement d'intérêt public que je dirige. Et elles ont souhaité formaliser leurs objectifs dans un document qui s'appelle Littoral 2030, réussir la transition du littoral régional. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce document ? Des objectifs des collectivités en matière de gestion des risques côtiers, mais aussi des objectifs des collectivités pour anticiper l'afflux massif de population sur le territoire régional qui est constaté chaque année et qui se renforce avec des difficultés qui se combineront avec plus de monde et donc plus de monde subissant les effets du changement climatique. Le plan d'action est en cours d'exécution. Il se traduit par une 60aine de projets d'aménagement très variés sur l'ensemble des 4 départements et se traduit par des millions d'euros d'investissement pour permettre l'adaptation du littoral régional. Antoine Parra, partagez-vous ce constat ? Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes maire d'Argelès-sur-Mer, une commune des Pyrénées-Orientales particulièrement touchée par le changement climatique. Oui, je ne peux que partager ce constat, bien évidemment, avec les caractéristiques locales du littoral méditerranéen et qui aujourd'hui défraie la chronique quant au manque de précipitations. Je ne peux que constater aujourd'hui ce qui se passe, la sécheresse est là bien présente, bien intense, l'inquiétude de la population est grande. Je n'ai qu'à jeter un regard sur le massif des Alberts, qui est l'extrémité orientale des Pyrénées. On voit les grandes forêts qui sont là, qui sont en grande souffrance de manque d'eau. Les précipitations ne sont pas là. Nous pouvons mesurer au niveau de la réserve nationale naturelle de la Massane, qui est une hêtraie classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, que les précipitations depuis quelques années déjà, depuis plus de 25 ans, sont à la baisse tendancielle et constante. Et malheureusement, cette année, malgré toutes ces alertes, nous n'avions pas vraiment pris de dispositif pour ça. Et cette année, la sécheresse, ça va avec une extrême fulgurance. Oui, nous sommes inquiets, le changement climatique et ses effets est là. Et pour l'instant, nous le subissons. Il va falloir passer l'instant de crise de cette année pour pouvoir accueillir les 150 000 touristes que nous attendons au quotidien, puisque Argelès-sur-Mer est une commune de 10 500 habitants qui peut passer à certains moments à 150 000 personnes présentes sur le territoire. Il faut passer cette année, nous la passerons parce que les réponses sont là, et ensuite d'ores et déjà travailler aux réponses pour le futur. Oui, donc la sécheresse, le changement climatique, il est là bien présent. Quelles mesures avez-vous d'ores et déjà prises à propos de la pénurie d'eau et également pour la réduction des gaz à effet de serre ? Et comment incitez-vous les citoyens à se mobiliser ? Il y a d'abord beaucoup de communication qui est faite, beaucoup de pédagogie qui est faite, avec des panneaux dans les endroits importants pour inciter les gens à avoir un usage de l'eau beaucoup plus rationnel. Et les gens aujourd'hui, c'est vrai, sont sensibilisés. Et la commune, évidemment, la collectivité, se doit d'être exemplaire. Déjà depuis quelques années, au moins depuis que je suis maire, en tous les cas, nous mettons en place une verdisation des espaces publics avec des essences adaptées au réchauffement climatique et au manque d'eau. Donc ça, nous sommes vraiment très, très, très pointus là-dessus. Nous réduisons énormément le nettoyage des rues avec de l'eau propre. Nous sommes en demande de dérogation pour pouvoir nettoyer les rues avec des eaux de récupération des eaux usées. Voilà, donc beaucoup de mesures sont prises. Par exemple, également un permis de végétaliser qui est accordé à certains citoyens du centre-ville, à certains administrés du centre-ville, pour pouvoir apporter ces îlots de fraîcheur. Et donc, nous faisons le nécessaire de travail pour pouvoir installer près des maisons des plantes grimpantes que nous offrons aux
aux administrés, et eux se chargent de les entretenir au niveau de l'arrosage, de la taille s'il y a besoin. Donc c'est un partenariat avec les administrés et également, évidemment, un maillage très très important d'Argelès-sur-Mer au niveau des pistes cyclables. La mise à disposition, et c'est rare, peut-être très très rare, peut-être unique pour une commune de 10 500 habitants, mise en place de Vélib, c'est-à-dire de vélos mis à disposition, des vélos électriques mis à disposition de la population, et également un transport urbain qui est mis en place à Argelès-sur-Mer, quasiment gratuit. Aujourd'hui, c'est 40 € un abonnement à l'année. Ce sera probablement gratuit à l'avenir pour inciter la population à avoir d'autres usages au niveau des véhicules et les inciter à avoir des modes de déplacement beaucoup plus doux. Ce sont quelques-uns des exemples que nous mettons en place. Bien entendu, il faut travailler sur toutes les orientations. Le cadastre solaire aussi, que nous mettons en place pour recenser les bâtiments publics qui peuvent accueillir des panneaux photovoltaïques. Tout ça sont des axes dans lesquels nous travaillons également. Peut-être, nous sommes à l'étude sur la méthanisation des eaux de la steppe, des eaux de la station d'épuration, pour essayer de faire une centrale de récupération du méthane. Mais en fait, ça, c'est encore des choses qui sont à l'étude. Voilà, il y a le travail immédiat et le travail de recherche sur l'avenir pour une adaptation meilleure au changement climatique. Le rôle des collectivités territoriales est grandissant dans le domaine de la protection de l'environnement. Comment l'expliquez-vous, Nicolas Castagne, et comment s'impliquent les membres de Littoral, régions, conseils départementaux, communautés de communes et d'agglomération dans cette stratégie d'adaptation partagée? Oui, alors le rôle des collectivités territoriales est important dans le domaine environnemental avec des compétences, par exemple, sur les questions de mobilité, sur les questions de la gestion des déchets ou de la gestion de l'eau. De longue date, en matière de gestion des espaces naturels également, mais il est peut-être à relever dans ce domaine du changement climatique une évolution récente importante pour les collectivités du littoral avec la promulgation de la loi climat et résilience. Dans la loi climat et résilience, on trouve une quinzaine d'articles sur le thème de l'adaptation des territoires littoraux aux effets du dérèglement climatique. La loi introduit une évolution de la gestion de l'érosion côtière qui est résolument tournée vers le réaménagement du littoral, la recomposition spatiale. Les changements qui sont amenés par la loi peuvent être classés en différentes catégories. Il y a l'intégration de l'érosion côtière dans les documents de planification. On y trouve une obligation d'information des nouveaux acquéreurs et locataires sur les phénomènes d'érosion avant qu'ils acquièrent ou qu'ils louent un appartement ou une maison. Mais la loi introduit également des outils pour mettre en place ce qu'on appelle le repli stratégique. Sans vraiment de volet financier, ce point-là inquiète les collectivités littorales et des discussions sont en cours au niveau national pour qu'un volet financier soit mis sur la table dans la loi de finances 2025. Mais cette évolution récente illustre assez bien le fait que les collectivités vont être en première ligne sur l'adaptation au changement climatique. Des textes comme celui-là les responsabilisent. S'adapter devient un impératif. Antoine Parra, comment envisagez-vous l'avenir sur votre territoire? L'avenir sur mon territoire, il prend également en compte cette fameuse loi climat et résilience qui est en vigueur depuis quelques mois maintenant et qui a des impacts directs sur notre manière de nous organiser collectivement. Par exemple, une des difficultés que je rencontre en tant qu'élu, c'est la mise en place du point de vue de l'urbanisme, de la densification des constructions. Argelès-sur-Mer, comme tout le littoral méditerranéen, est aussi extrêmement attractif. Beaucoup de personnes veulent venir s'installer sur notre littoral et la loi climat et résilience nous impose de ne plus consommer ou pratiquement plus et à terme ce sera plus du tout de consommation d'espaces naturels et donc une obligation de densifier les constructions, ce qui veut dire de la construction verticale, ce à quoi dans notre territoire très rural nous ne sommes pas habitués. Donc il y a beaucoup de contrariétés au niveau de la population qui voit dans leur quartier un quartier paisible, qui avait des villas avec quelques piscines, des petits potagers, des jardins, etc., qui voient s'ériger autour d'eux des bâtiments collectifs de 2-3 étages. Donc ça c'est une difficulté importante et ma foi, il faut passer par là parce que, par ailleurs, il y a de nombreuses familles, plus de 600 familles à Argelès-sur-Mer cherchent un logement et n'en trouvent pas. Et il faut en passer par un changement des mentalités et se dire qu'on ne peut plus consommer des espaces naturels. Par ailleurs, le littoral aussi, qui est soumis à la hausse des températures et donc sans doute du niveau de l'eau, doit s'adapter. Et nous avons d'ores et déjà à Argelès-sur-Mer un projet qui est certainement unique en France pour le moment parce que nous envisageons une recomposition spatiale de notre port, puisque nous avons un port de plaisance à Argelès-sur-Mer et sur un premier bassin d'environ 3 hectares qui est tout proche de la digue qui nous protège donc des tempêtes de la mer Méditerranée. Eh bien, l'élévation du niveau de la mer et les tempêtes certainement plus violentes que nous attendons mettent ces quelques 300 bateaux qui sont proches de cette digue et mettent en danger. Et nous allons devoir
retirer les bateaux. En tout cas, nous proposons de retirer ces bateaux du premier bassin et de creuser un bassin supplémentaire sur l'arrière du port, un peu plus vers les terres, de façon à mettre ces bateaux en protection et en sécurité. C'est donc une réadaptation spatiale du port que nous envisageons pour protéger les biens qui sont exposés au danger de la mer. Nous devons aussi, dans la réfection de notre port qui est imminente, puisque nous travaillons dessus, prévoir un rehaussement des quais d'une quarantaine de centimètres. Ce sont des travaux considérables qui vont être menés parce que les climatologues nous disent les années à venir vont voir s'abattre des tempêtes extrêmement violentes et nous devons nous préparer à ça. Voilà quelques-unes des actions que nous menons sur Argelès-sur-Mer, sans parler de la résilience que nous sommes en train de travailler sur les plages elles-mêmes, les plages de sable, puisque l'érosion est là, on la voit, et quelques études nous ont conduit à d'abord à proposer une réponse tout à fait naturelle, c'est-à-dire mettre en place des ganivelles. Ce sont des petits piquets, des rangées de piquets de châtaigniers qui ne pourrit pas. Le châtaignier est un bois qui résiste beaucoup et qui retient le sable, et le sable ne s'en va pas en mer. C'est une première réponse. De même que le nettoyage des plages qui accueillent énormément de touristes, bien, ce nettoyage ne se fera plus de manière mécanique, c'est-à-dire avec des engins qui passaient avec des griffes et qui soulevaient le sable pour attraper les quelques déchets qui avaient été glissés la veille. Ça déstructure le sable et le sable devient friable et est susceptible d'être emporté, plus fragile face aux vagues, au déferlement des vagues. Nous allons laisser le sable former une espèce de se tasser, laisser une espèce de croûte naturelle pour qu'il résiste davantage à l'érosion. Ça a été démontré. Et donc, nous allons procéder au nettoyage manuel, humain des plages, comme ça se faisait par le passé. Donc, voilà quelques-unes des adaptations que nous devons mettre en place pour que notre plage reste toujours aussi attractive. Ma dernière question sera pour vous, Nicolas Castaille. L'adaptation au changement climatique est un sujet transverse qui touche toutes les politiques locales. En quoi le développement d'une approche systémique d'adaptation est-elle à privilégier ? Je vais utiliser des exemples et des situations locales ici en région pour répondre à votre question, parce que illustrer le besoin d'une approche systémique est un peu compliqué. Dans des communes comme Biscarrosse-Plage ou Lacanau, alors Biscarrosse-Plage dans les Landes, Lacanau en Gironde, sur le littoral régional, 2 stations balnéaires qui accueillent un flux important de touristes tous les étés dans des campings, dans des hôtels. Ces communes-là font face à une problématique de recul de trait de côte qui menace directement certaines habitations et le front de mer. Ces collectivités sont amenées à faire des choix en matière de gestion du trait de côte. Est-ce qu'on installe un ouvrage ou on entretient un ouvrage existant ? C'est le cas à Lacanau, par exemple. Ou est-ce qu'on renonce à mettre en place un ouvrage de protection ? C'est le choix qu'a fait Biscarrosse. C'est en fonction de ce choix, qui est un choix en matière de gestion du front de mer, des décisions sont à prendre de manière globale et en adéquation avec ce choix. Donc, l'approche systémique, elle se traduit par le fait que les projets d'aménagement sont adaptés à ce choix de gestion du trait de côte. À Biscarrosse, par exemple, il a été décidé d'acquérir et de supprimer des biens qui étaient situés très proches du littoral pour reconstituer un cordon dunaire assez large qui sera plus résilient et permettra de faire face aux assauts de l'océan. À Lacanau, le choix a été fait de maintenir un ouvrage et de le renforcer pour tenir jusqu'en 2050 et prendre des mesures d'adaptation sur le littoral de Lacanau-Océan après 2050. Et tout ça se traduit dans les documents de planification de manière globale, là aussi, en intégrant toutes les données. L'approche systémique, elle se traduit par les décisions qui sont prises dans les documents de planification. À Lacanau, toutes les mobilités vont être réorganisées. On accédera aux plages au nord et au sud de la station balnéaire. La collectivité a fait le choix d'anticiper la disparition de la plage centrale, créer un pôle de mobilité en entrée de station. À Biscarrosse-Plage, les choix sont un peu différents. La plage centrale, elle sera maintenue, elle sera préservée et les flux touristiques seront gérés de manière un peu différente. Mais vous voyez que finalement, les effets du changement climatique sont à anticiper et cette anticipation doit être effectuée dans l'ensemble des politiques publiques, mobilité, planification, aménagement, de chacune des collectivités. Et en Nouvelle-Aquitaine, à l'échelle régionale, un outil a été créé pour permettre à ces collectivités d'anticiper l'ensemble des effets et de les planifier de manière la plus documentée possible. L'ingénierie est mise à disposition dans ce cadre collectif, mais le travail le plus important reste à venir et surtout les investissements réalisés pour s'adapter sont devant nous. Les collectivités sont prêtes à faire le maximum dans ce domaine-là. Elles ont besoin également d'être accompagnées. En conclusion, les scientifiques du GIEC l'indique très clairement, les villes et les activités humaines sur le littoral et donc les collectivités territoriales sur le littoral sont en première ligne du changement climatique. Un mot de conclusion également, Antoine Parra ?
Oui, je me disais qu'il y a énormément de choses que les collectivités sont amenées à devoir faire avec des moyens qui ne sont toujours pas peut-être au niveau qu'il faudrait. Il y a ce que nous pouvons faire, il y a ce que nous devons faire et il y a ce que nous ne sommes pas en mesure de faire nous-mêmes, c'est-à-dire faire pleuvoir. Parce que quand je vois ces temps-ci, assez souvent d'ailleurs, le plafond très bas, les nuages qui pèsent sur nous, mais que l'eau ne tombe pas, les vannes ne s'ouvrent pas, il fait toujours aussi sec et que pratiquement il n'est pas tombé de pluie substantielle depuis mars 2022, c'est-à-dire plus d'un an, que notre rivière la Massane, qui est un fleuve côtier de type torrentiel, qui traverse le centre-ville, n'a pas coulé depuis plus d'un an. Bien ça, ce sont des choses que moi, je ne peux pas faire changer et j'attends un peu aussi que les éléments nous aident un petit peu. Notre grand angle touche à sa fin. Un grand merci à nos deux invités. Leurs témoignages traduisent très concrètement l'urgence d'agir face au changement climatique. Le Zoom. Dernière rubrique de notre émission, le Zoom, avec aujourd'hui Annabelle Weck, directrice de la Fédération nationale des associations et des directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. Nous avons déjà évoqué le grand âge, l'autonomie, à notre micro très récemment. Nous sommes ravis aujourd'hui de compléter nos propos avec un acteur influent du secteur. Pour commencer, Annabelle Weck, en quelques mots, quelle est la mission de la FNADEPA et comment se décline-t-elle concrètement ? Bonjour, la FNADEPA représente des directeurs d'établissements et de services sur tout le territoire. Ce sont des EHPAD, des résidences autonomie, des résidences seniors, des services à domicile notamment. Et nous avons deux missions. Celle d'abord d'accompagner nos adhérents au quotidien pour leur mettre à disposition des outils pratiques pour assurer leur mission de directeur, de la veille juridique notamment, des formations, mais aussi une mission de représentation auprès des pouvoirs publics qui permet à nos adhérents de nous transmettre leurs propos, leurs difficultés, leurs réalités de terrain et à nous de les retranscrire auprès du gouvernement, des ministères ou des institutions avec lesquelles nous travaillons. L'actualité du secteur est riche en ce printemps 2023. Quelle en est votre lecture et quel est votre regard sur le calendrier politique à propos de la question du grand âge ? Nous attendons depuis 2007 maintenant une réforme de l'accompagnement des personnes âgées et effectivement les chantiers sont nombreux. Nous avons des enjeux notamment en matière de gouvernance pour savoir qui dans notre secteur, notamment pour les EHPAD, financera et gérera demain les établissements. Aujourd'hui ce sont les ARS et les départements. Nous aspirons à la FNADEPA d'avoir qu'une seule section tarifaire en plus de l'hébergement qui soit gérée par les ARS uniquement. Cela implique aussi de travailler sur la fusion des sections soins et dépendance pour revenir à une section unique que j'évoquais à l'instant, mais aussi de travailler sur les droits des personnes, sur la réforme de l'aide sociale. Vous voyez, ça représente beaucoup de sujets que nous pourrons traiter dans différents vecteurs à venir. Le premier, qui est le plus proche, c'est la proposition de loi Bien vieillir, qui est actuellement en cours de débat à l'Assemblée nationale. Le texte a été examiné pour une première partie au printemps. Il n'est pas encore inscrit à nouveau à l'ordre du jour de l'Assemblée et on a quand même quelques doutes sur le fait qu'il le soit. Ce sera peut-être à l'été, mais sans certitude. Ensuite, il y a la feuille de route du ministre que Jean-Christophe Combe a annoncée pour le mois de juin. Et enfin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui, comme chaque année, vient donner les moyens au secteur du grand âge et du handicap pour faire fonctionner les établissements et les services. Ce sera donc 3 temps très attendus qui permettront de montrer si le gouvernement a ou non l'ambition de faire la grande réforme du grand âge que nos concitoyens méritent. Une dernière question, Annabelle Weck. Quelles sont les préoccupations de vos adhérents à l'heure actuelle et comment vous positionnez-vous sur ces sujets ? Les sujets de préoccupation sont essentiellement RH, en termes donc de ressources humaines, mais aussi en termes financiers. Nous menons actuellement une enquête auprès de nos adhérents, de nos 1500 adhérents, puisque celle que nous avions menée à l'automne auprès de notre réseau avait montré des difficultés financières et en termes de ressources humaines très importantes. Nous souhaitons donc pouvoir l'actualiser au regard des ERRD, des états réalisés des recettes et des dépenses qu'ont publié les établissements au 30 avril. Et ces premières données qui ne sont pas encore consolidées puisque l'enquête est encore en cours, nous donnent une tendance qui est quand même extrêmement préoccupante puisque on s'oriente vers environ 65% de nos adhérents qui auraient terminé l'année 2022 en déficit. Et évidemment, cela nous pose de grandes questions quant à la pérennité de notre secteur, la pérennité des EHPAD, des résidences autonomie, des services à domicile et leur capacité à faire face à la situation économique que connaît notre pays et bien sûr à la situation en termes de ressources humaines, puisque vous le savez, le défi est immense dans notre secteur. Nous avons besoin de recruter d'ici 5 ans 100 000 professionnels. Un grand merci à vous, Annabelle Weck. Avant de vous quitter, rappelons que la FNADEPA organise chaque année un congrès réunissant les professionnels du secteur et vos partenaires.
Le prochain se déroulera à Nancy les 22 et 23 juin prochains et aura pour thématique Bien dans sa peau, l'effet domino ou comment prendre soin de soi et des autres. Notre émission se termine. Un grand merci à tous les contributeurs et à nos invités de ce jour. Nos émissions peuvent être réécoutées à tout moment dans l'application Radio KPMG, téléchargeable sur l'App Store ou dans Google Play, mais également sur les plateformes numériques habituelles. Nous vous retrouvons le 27 juin prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement. À très vite sur nos ondes. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.